L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet. Chacun observera à la fois son temps et le respect des uns et des autres. Et nous sommes dans la journée où, à l'initiative de Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, nous vivons en duo cette journée. Et je voudrais saluer dans la tribune Virginie, Henri et Armel que nous accueillons dans le cadre de cette duodé que nous partageons ici entre le gouvernement et le Sénat. La parole est à notre collègue Jean-Yves Roux pour le Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il y a quelques semaines, à la suite du grand débat, le Président de la République a annoncé les grandes lignes d'un nouvel acte de la décentralisation, une pièce au répertoire d'apparence classique pour nous sénateurs, mais qui ne manque pas de susciter l'inquiétude des principaux acteurs, les collectivités locales. Aujourd'hui, cette pièce n'est pas encore à l'affiche, mais déjà, les rumeurs bruissent et le balai des suppositions donne quelque peu le tournis. Il s'agirait ainsi, je cite Monsieur le ministre des collectivités locales, de faire une décentralisation qui reparte du citoyen et non des élus ou de l'État. Expression qui mériterait sans doute quelques explications. Madame la ministre, comme vous le savez bien, les collectivités locales ont en quelques années dû et su s'adapter au gré des réformes. Changement de périmètre des intercommunalités ou des communes, changement de compétences, délégation de compétences, baisse de dotation ont été réalisés dans des délais parfois très courts ou peu adaptés aux réalités locales. Et ces réformes ont mobilisé beaucoup d'énergie et d'inquiétude. Elles ont laissé des traces chez les élus, dans les administrations, parmi les citoyens. Aussi, Madame la Ministre, si ce nouvel acte d'ampleur de la décentralisation nous plaidons pour lever vite des principales interrogations. Car c'est l'incertitude qui constitue des freins pour les projets locaux et des freins pour l'investissement. Nous plaidons à ce titre pour un calendrier très précis. Nous plaidons pour que la question des moyens et de la fiscalité locale soit examinée en même temps. Nous plaidons aussi pour que les collectivités soient confortées et mieux identifiées de leur rôle. Nous plaidons pour la préservation d'un maillage de proximité. Quel calendrier proposez-vous? Quelle méthode proposez-vous? Et quelle France des territoires voulez-vous? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame Jacqueline Gourault. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux. Comme vous le savez, lors du grand débat, et notamment les réunions entre le Président de la République et les élus locaux, il y a eu de la part des élus, des demandes de nouvelles décentralisations. Et le Président de la République, conformément à tout ce qu'il a entendu sur le territoire, a annoncé un nouvel acte de décentralisation le 25 avril, pour être très précise. Et il a cité 3 domaines. Il a cité le logement, les transports ou la transition écologique. Cette évolution, pour répondre à votre question, Monsieur le sénateur, s'appuiera sur des principes clairs qui sont responsabilité, lisibilité et financement. Je crois que le triptyque est nécessaire. Sur ce fondement, j'entends ainsi identifier au sein de ces champs les compétences susceptibles d'être confiées aux collectivités territoriales. Cette évolution se fera bien entendu en étroite collaboration avec les associations d'élus locaux et je précise aussi avec les élus sur les territoires. Et je m'apprête bien sûr à lancer un cycle d'échanges avec l'ensemble des élus pour discuter à partir du mois de juin. Nous allons attendre la fin bien sûr de la période électorale. Il m'appartiendra aussi, je tiens à le préciser, un travail très interministériel puisque naturellement il y a par exemple le logement qui fait partie de mon ministère, mais les transports, la transition écologique sont transversales et il faut aussi qu'avec l'ensemble de mes collègues, nous fassions un travail commun
pour présenter et pour débattre avec les élus locaux. Au-delà de ces éléments de méthode, ce nouvel acte de décentralisation devra permettre de définir également la politique de contractualisation avec les collectivités locales dans les matières qui le nécessitent. J'ajoute aussi que nous discuterons du droit à la différenciation dans la réforme constitutionnelle qui va venir. Ces chantiers doivent s'articuler, bien sûr, avec l'existant et il n'y a pas, je dirais, de grands changements au sens bouleversement, c'est ce que vous me demandiez, mais un travail commun à construire ensemble. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues. Le 9 mai dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision historique en validant de manière incontestable la première mise en œuvre d'un référendum d'initiative partagée. C'est ainsi la privatisation d'Aéroports de Paris, bradage d'un service public national qui devrait être soumis au vote de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Rappelons que cette procédure revêt tellement d'embûches pour sa mise en place qu'en 2008, lors de son inscription dans la Constitution, personne ne croyait vraiment à sa réalisation. Il aura donc fallu l'exaspération suscitée par la politique d'Emmanuel Macron, un ultralibéralisme désordonné, dogmatique, pour permettre de franchir cette première étape. Maintenant, 4,7 millions d'électrices et d'électeurs doivent approuver cette procédure référendaire pour que le cheminement démocratique se poursuive. C'est vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, selon l'article 3 de la loi organique de 2013-1114 du 6 décembre 2013, devez mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi soumise à référendum. C'est pourquoi 8 parlementaires, dont 5 présidents de groupe représentant 226 députés et sénateurs, ont souhaité vous rencontrer pour examiner avec vous les conditions de la plus large participation à cet événement citoyen. Or, à ce jour et par courrier, vous avez refusé de les recevoir, les renvoyant au président du Conseil constitutionnel. Cette attitude est inacceptable, car c'est vous qui aurez la responsabilité technique, la responsabilité politique du bon déroulement de cette consultation. Monsieur le ministre, est-ce l'excès de consultation du peuple qui mine nos institutions ou la remise en cause systématique des votes et espérances populaires? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison, respecter les votes populaires est toujours un sujet qui doit nous rassembler. Je voudrais, Madame la sénatrice, rappeler ce qui, aujourd'hui, amène le ministre de l'Intérieur à répondre à votre question. Effectivement, le 9 mai, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation de l'aérodrome de Paris. Vous savez que pour cela, il faut rassembler 4 717 396 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et il appartient au Conseil constitutionnel d'organiser la vérification du bon déroulement de cette collecte de signatures. Et le ministère de l'Intérieur agit dans ce cadre-là sous l'autorité du Conseil constitutionnel comme un opérateur. Et Madame la sénatrice, ne voyez pas dans ma réponse qui a rappelé ce bon système qui, sous l'autorité du Conseil constitutionnel, nous permet d'avancer et j'ai transmis immédiatement votre demande, celle des présidents de groupe au président du Conseil constitutionnel, pour lui dire qu'évidemment, comme je l'ai indiqué dans mon courrier, je me tenais à sa disposition. Et en fonction de sa décision, dès lors que le ministère de l'Intérieur agit pour son compte, j'aurai évidemment l'occasion de préparer et de présenter tous les documents qu'il sollicitera, y compris de rencontrer les présidents de groupe. Mais Madame la sénatrice, rappelez ce qui est un bon principe de fonctionnement et rappelez que le ministère de l'Intérieur n'a pas vocation à court-circuiter le Conseil constitutionnel dans la mise en œuvre de la bonne consultation citoyenne sur ce sujet, ça n'est nullement faire insulte à la démarche et encore moins au président de groupe, Madame la sénatrice, qui m'ont écrit. Mais
il est évident qu'il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer si la proposition a obtenu ou non un soutien d'au moins 1/10 des électeurs, et c'est dans ce cadre-là que nous devons agir. Sachez, Madame la sénatrice, que, avant même que le Conseil constitutionnel prenne sa décision, nous avions préparé les dispositions techniques pour pouvoir la mettre en œuvre. Sa décision est aujourd'hui confirmée et nous serons prêts dans le délai d'1 mois pour ouvrir la consultation pendant le délai de 9 mois nécessaire à celle-ci. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Didier Marie pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, dans 10 jours, les Français éliront leurs députés européens. Le gouvernement est massivement entré en campagne, cela se voit. Les ministres sont sur tous les fronts, dans tous les territoires. Cela s'entend. Les belles paroles et les promesses se multiplient. On a ainsi entendu parler d'un tournant vert de M. Macron lors de la présentation de votre programme. Un tournant, car ce n'était pas jusqu'à présent votre plus grand marqueur politique, ni européen, ni national. À l'échelle européenne, le vide de la dernière déclaration de Sibiu est l'exemple même du manque d'ambition concrète de la France sur le climat, alors que l'accord de Paris a été notre honneur en 2015. Et si la République en marche promet aujourd'hui une banque européenne du climat, le président de la République qui siège au Conseil européen ne l'a jamais évoqué avec ses pairs en 2 ans. Au niveau national, les trous dans la raquette sont également nombreux. Ne prenons qu'un exemple récent, la suppression annoncée d'un train pour transporter les fruits et légumes de Perpignan à Rungis. Résultat, 25 000 camions de plus par an sur les routes. Nous sommes loin du Make Our Planet Great Again. Votre programme évoque aussi un tournant social et démocratique, des notions qui font écho au discours de la Sorbonne. C'était il y a 1 an et demi et les actes se font toujours attendre. Pire, ce sont des signaux contraires qui ont été envoyés par le président de la République lorsqu'il s'opposait en première ligne aux avancées sociales et démocratiques européennes, à l'image des directives lanceurs d'alerte malmenées et congés parental torpillés par la France. Alors, comment expliquez-vous, Monsieur le Ministre, le décalage entre ce programme et ce que vous avez réalisé depuis 2 ans? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Marie, d'abord, je vous le confirme, oui, nous nous engageons pour la construction européenne. Et moi, je suis très fier, voyez-vous, d'ailleurs ce soir, je serai dans le Tarn et je vais en effet, sur plusieurs points du territoire, partout, défendre la construction européenne. Il est de bon ton de nos jours de crier haro sur l'Europe et de considérer que tous les problèmes viennent de l'Europe. Nous croyons en la construction européenne et nous croyons en l'utilité de la construction européenne pour l'écologie. Car si on considère que le meilleur slogan pour l'Union européenne, c'est l'union fait la force, eh bien la force d'une politique écologique, elle est évidemment beaucoup plus importante quand on la fait pour 500 millions d'habitants que si on la faisait tout seul dans notre coin. Concernant les ambitions françaises, je pense que vous avez mal suivi le dernier Conseil européen, car c'est la France qui, avec une coalition de 8 pays, avec le président de la République qui a porté une motion pour que la position de l'Union européenne dans les négociations internationales, ce soit justement la neutralité carbone qui est le référentiel de l'accord de Paris. Et au départ, vous le savez peut-être, eh bien l'Allemagne n'avait pas accepté de signer cette motion et maintenant elle a accepté de suivre la France sur cette position et nous allons continuer à rassembler les pays européens. Pour une raison simple, Monsieur le sénateur, c'est qu'au niveau européen, il y a des batailles à mener. Il faut les mener et on peut les gagner. Nous l'avons fait, par exemple, sur les émissions de CO2 des voitures. Et je ne sais pas si vous avez suivi cela au mois d'octobre et de novembre dernier. Eh bien, c'est pareil. On m'avait dit, avant que j'aille mener cette négociation au nom de la France, vous savez, en matière de constructeurs automobiles, c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Eh bien, en l'occurrence, c'est la position française sur laquelle s'est rassemblé l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous avons obtenu un objectif très concret qui va faire que les industriels de l'automobile vont devoir proposer à tous les Européens des voitures qui consomment moins et qui polluent moins. Monsieur Marie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'Europe mérite mieux qu'un 3e tour de l'élection présidentielle. Vous vous présentez comme un rempart contre l'extrême droite. En fait, vous avez organisé un rencard avec Madame Le Pen. Vous kidnappez le débat européen. L'Europe doit tourner la page du libéralisme et changer de cap pour une Europe véritablement écologique et sociale avec une nouvelle majorité de gauche au Parlement européen.
La parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Elle concerne le projet convenu d'appeler Unité pour détenus violents. Cette structure nouvelle est destinée à accueillir des détenus dont le seul langage est la violence verbale et physique, ce qui rend bien entendu la cohabitation avec les autres détenus et a fortiori avec le personnel pénitentiaire très difficile, voire impossible. Compte tenu de l'augmentation significative des agressions et de la difficulté à gérer cette violence, une réflexion s'est engagée pour tenter de trouver des solutions nouvelles. D'où ce concept d'unité pour détenus violents dont la vocation est de resociabiliser des individus pour lesquels la prise en charge classique n'est pas adaptée. Il s'agit de mettre en œuvre les conditions d'une possible intégration en détention classique. Une première unité a été ouverte dans la prison de Séquedin, dans le Nord, une première en France. Pourquoi ce choix ? L'établissement nordiste dispose d'une expérience forte en matière de prise en charge psychologique et donc d'un vrai savoir-faire, ce qui a permis d'accélérer le dispositif. Cette unité, que j'ai eu l'occasion de visiter la semaine dernière, permet d'accueillir une dizaine de ces détenus violents dans des cellules individuelles pour un suivi très personnalisé par des psychologues, des conseillers pénitentiaires et des surveillants, sans entrer dans le détail. Le séjour ne doit pas dépasser 9 mois. En discutant longuement avec les acteurs du projet, j'ai ressenti une véritable motivation, une conviction forte sur l'opportunité de ce concept qu'il convient d'encourager. Certes, il faudra du recul pour apprécier l'efficacité de ce dispositif récent. Quelles seront donc vos orientations? Est évoqué le développement d'initiatives identiques à Strasbourg, Marseille. Prendrez-vous le temps d'évaluer l'expérimentation des Séquedins pour démarrer les autres projets ou ces derniers démarreront-ils rapidement dans la foulée? Si tel était le cas, quel serait le coût de cette opération et quels moyens entendez-vous mobiliser? Je vous remercie. La parole est pour vous répondre est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Belloubet. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, votre question a été rédigée de telle sorte qu'elle montre l'intérêt de cette structure que vous avez bien voulu souligner. Nous avons en effet décidé d'ouvrir à l'île Séquedin cette année une unité pour détenus violents. Cette unité s'inscrit dans un cadre plus général que j'ai eu l'occasion d'exprimer devant vous. Il s'agit de construire dans nos prisons à la fois des parcours d'individualisation qui permettent de prendre les détenus dans les différentes étapes de leur parcours de peine et également un régime différencié de prise en charge des détenus qui est construit en fonction de leur degré de dangerosité. Pour les détenus les plus violents, ces unités, dont vous avez souligné l'intérêt, nous permettent de prendre en charge une dizaine de détenus avec un encadrement soutenu et adapté, avec un régime de détention particulier. L'idée, c'est évidemment d'aller vers un désengagement du processus de violence pour ensuite pouvoir les réintégrer en détention ordinaire ou bien, s'il y a un échec, dans un lieu de détention adapté. Nous allons ouvrir d'ici la fin du mois de juin, Monsieur le Sénateur, 4 quartiers pour détenus violents de ce type-là, l'un au Beaumet, l'autre à Strasbourg et enfin à Rennes. Nous en ouvrirons 6 supplémentaires d'ici la fin de l'année 2019. Le coût est de 1,5 million d'euros. Il est prévu sur le budget 2019 et il est assuré grâce à la loi de programmation pour la justice que vous avez bien voulu adopter. Je soulignerai pour terminer, car c'est évidemment essentiel, que les personnels pénitentiaires, qu'il s'agisse des surveillants, des psychologues, sont spécialement formés pour prendre en charge ces détenus. C'est évidemment important. Par ailleurs, un comité d'évaluation et de suivi sera mis en place pour évaluer l'impact de ces procédures, de ces régimes adaptés et pour en mesurer la pertinence. Si l'impact est positif, nous continuerons à déployer ces quartiers pour détenus violents. Merci. La parole est maintenant au président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mardi, aux Invalides, autour du Président de la République, la France, bouleversée, a rendu un hommage solennel à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello, ces héros
du commandant Hubert qui, avec leurs camarades, ont sauvé des otages, touristes inconscients des dangers qu'ils couraient dans cette région du Nord Bénin. Ces soldats ont accompli un exploit, ils l'ont payé de leur vie. Mais ils ont aussi montré ainsi que la France n'abandonne jamais ses enfants. Nous ne les oublierons pas et à cet instant, nous pensons à leurs familles, à leurs camarades de combat et à ces milliers de soldats qui, pour notre compte, combattent au Sahel pour la sécurité de l'Europe tout entière. Laissons, si vous le voulez bien, de côté les polémiques sur les conditions d'accueil de ces touristes à l'aéroport de Villacoublay ou la couleur des cartes au Quai d'Orsay. Chacun a son idée sur ce sujet et notre hémicycle n'est pas le lieu des polémiques. En revanche, c'est dans notre hémicycle, ici même, que nous votons les prolongations de mission de ces soldats, que nous votons les crédits d'équipement nécessaires à l'accomplissement de ces missions dangereuses. Et donc, nous aussi, nous partageons quelque part la responsabilité de ce qui leur arrive et nous devons être économes de leur vie, économes de leur souffrance. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Puisque des touristes irresponsables continueront sûrement à chercher l'aventure dans ces contrats dangereuses, n'est-il pas temps d'exiger de ces pays à risque une politique plus sévère d'octroi des visas touristiques pour ces zones infestées par le terrorisme? Et plus largement, pouvez-vous nous assurer que tout va être fait pour que nos soldats, qui paient déjà un lourd tribut à la lutte contre le djihadisme, n'aient pas en plus à payer de leur vie les responsabilités de ces aventuriers inconscients en mal d'émotions fortes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Cambon. Naturellement, nous nous joignons à l'hommage poignant que vous avez rendu aux maîtres de Pierrepont et Bertoldi. Ce fut un moment de communion très fort. La nation tout entière était réunie et au-delà pour avoir reçu le témoignage de nombre de nos partenaires européens et africains. Très clairement, c'est un message très fort qui a été lancé vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient s'en prendre à nos compatriotes, qu'ils soient français établis hors de France, et nous le savons, ils sont plusieurs millions, notamment établis sur le continent africain, qu'ils soient touristes. Et dans un monde où nous voyons la multiplication des foyers de crise, de tension, eh bien cela appelle très clairement une vigilance accrue. Vigilance accrue de la part de celles et ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger, en consultant systématiquement effectivement ces conseils aux voyageurs. Et je rends hommage au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay qui veille à la meilleure information possible, en lien naturellement avec les opérateurs de voyage. Cela veut dire aussi inciter nos compatriotes qui se rendent à l'étranger à s'inscrire sur la plateforme Ariane. Et puis, ça appelle une responsabilité accrue, individuelle naturellement. Les ex-otages ont d'ailleurs reconnu qu'ils auraient peut-être dû suivre plus scrupuleusement un certain nombre de recommandations et par ailleurs une responsabilité des opérateurs, notamment des plateformes en ligne, et je les réunirai dans les prochains jours. S'agissant des mesures de visa, vous le savez, ce sont des mesures qui relèvent de la souveraineté de chacun des États, mais il est très clair que dans les défis que nous avons à relever ensemble, entre Européens, entre Africains, nous devons avoir un dialogue dense, et y compris sur ces sujets, pour qu'aucun risque ne soit couru de façon supplémentaire par des femmes et des hommes qui, portant l'uniforme, ont déjà fort à faire à traquer les djihadistes. La parole est maintenant notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question prolonge celle du président Christian Cambon. En effet, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont allés au bout de leur mission, jusqu'au sacrifice de leur vie. Ils ont permis la libération de 4 otages, dont 2 de nos compatriotes. Notre groupe s'incline devant le courage et la détermination de ces 2 militaires d'exception. Nos pensées vont à leurs proches, à leurs familles, à leurs frères d'armes. Cet événement tragique remet au cœur de l'actualité la situation politique de l'Afrique de l'Ouest. L'heure n'est pas à la polémique, cela a été dit,
mais plutôt au questionnement sur les éléments liés à la sécurité dans cette bande sahélo-saharienne dont la superficie, je le rappelle, est équivalente à celle de l'Europe tout entière. Un questionnement tout d'abord sur la force conjointe du G5 Sahel. Cette dernière n'est actuellement pas en mesure d'assurer totalement sa mission, à savoir la sécurité dans la zone des 3 frontières du Tchad, du Mali, du Niger, et le sera-t-elle un jour compte tenu des difficultés qu'elle rencontre. Il est évident que les groupes armés terroristes ont des connexions entre eux et se jouent de la stratégie du G5 Sahel. Mon deuxième questionnement porte sur l'action de la France et son engagement dans cette région du monde. Nos forces armées font au quotidien sur ces territoires hostiles un travail remarquable. Mais la France semble bien seule, ou presque, aidée certes efficacement par nos alliés historiques que sont nos amis britanniques et américains. Entre aide au développement et présence militaire, combien de temps allons-nous continuer à lutter, pratiquement seuls, avec force et détermination, contre la barbarie et le fanatisme? Monsieur le ministre, la lutte contre le terrorisme est un enjeu international. Quand pourrons-nous enfin compter sur un véritable engagement européen au Sahel? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cigolotti. Mardi, alors même que la nation était rassemblée autour de nos 2 héros, à Bruxelles étaient réunis les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense européens et également membres du G5 Sahel. Ce fut l'occasion d'un hommage également rendu à nos héros dans cette enceinte. Et cela montre aussi, cette réunion, la prise de conscience qui existe au niveau européen sur l'importance d'unir nos forces et nos actions afin d'apporter des réponses dans le long terme à cette zone sahélienne effectivement déstabilisée par de nombreux actes terroristes. La nuit dernière a hélas apporté encore une confirmation avec l'attaque contre plusieurs dizaines de soldats nigériens. Face à cela, la réponse elle est multidimensionnelle, elle est sécuritaire, vous l'avez rappelé, avec la montée en puissance de la force conjointe G5 Sahel. Les Européens ont d'ailleurs mis 100 millions d'euros pour équiper, pour participer à une meilleure formation des troupes, près de 4000 hommes des 5 pays. Et aujourd'hui, cette force, très clairement, monte en puissance avec des sorties très régulières sur le terrain. La réponse, elle est au-delà de l'aspect sécuritaire également en matière de développement. Et c'est pourquoi nous avons tenu à mettre en place l'Alliance Sahel, qui, à l'initiative du président de la République, à l'initiative d'Angela Merkel, met ensemble tous les bailleurs, tous les donneurs pour avoir des procédures plus rapides et avoir un impact sur le terrain en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi, parce que c'est ça qui empêchera des jeunes de basculer dans le radicalisme. Et puis la réponse, elle est également politique et cela a été dit mardi à Bruxelles, dans la région du Nord, au Mali, dans la région du Centre au Mali, l'impératif dialogue qui doit être noué pour enfin apporter des réponses pérennes. Monsieur Cigolotti. La parole est maintenant à notre collègue Patricia Schillinger pour le groupe de la République En Marche. Vous avez la parole. Madame la secrétaire d'État, aujourd'hui même se tient le Duo Day, initiative qui permet à une personne en situation de handicap d'être accueillie par un professionnel au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association. Lancé par un ESAT du Lot-et-Garonne et soutenu par votre action résolue, cet événement est désormais d'ampleur nationale et ce sont plus de 12 000 duos qui se sont constitués pour cette 4e édition. Le temps de cette journée, employeurs et personnes handicapées vont se rencontrer, échanger et travailler ensemble, croiser leur expérience et leur vécu. L'objectif est de développer les opportunités d'insertion professionnelle en surmontant les préjugés qui freinent l'emploi des personnes handicapées. La tâche est immense, comme nous le rappelle la citation d'Albert Einstein. Reprise sur la plateforme Duo Day, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Si nous devons nous féliciter de la mobilisation grandissante autour de cet événement, ce changement de regard doit absolument s'accompagner de mobilisation de tous pour les politiques particulièrement volontaristes.
En France, 2,7 millions de personnes sont en situation de handicap et en âge de travailler. Le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 19% et 3/4 des demandeurs d'emploi handicapés ont un niveau de qualification inférieur au bac. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler l'action du gouvernement en matière d'incitation à l'emploi direct, de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de sécurisation de parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap? Pour vous répondre, la parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, pour cet échange que nous avons eu avec nos deux duos ici présents, pour échanger et entendre la parole des personnes, car c'est ce qui nous anime dans notre politique publique, la participation des personnes en situation de handicap, leur donner la parole, montrer leurs compétences, leur envie de travailler au milieu des autres. Alors oui, cette édition est un succès. 25 000 personnes aujourd'hui qui vont travailler ensemble, donner l'opportunité de pouvoir découvrir des nouveaux métiers. Mais maintenant, il faut passer en effet à la vitesse supérieure. Et c'est tout l'enjeu de notre politique publique que je porte avec Muriel Pénicaud et Olivier Dussopt. Simplifier la vie des entreprises. Aujourd'hui, la complexité n'est plus une excuse, car nous avons simplifié et automatisé les déclarations au sein des déclarations sociales nominatives. Droit commun. Mais efficacité et lisibilité. Nous offrons des prestations de services aux entreprises pour pouvoir les accompagner les personnes en situation de handicap. Nous allons développer jusqu'à 50 000 personnes d'emploi accompagnées. Donc nous généralisons vraiment ce dispositif. Nous rapprochons Pôle emploi et Cap emploi pour qu'enfin les personnes n'aient plus une errance dans leur parcours, d'aller frapper à toutes les portes différentes. Donc nous nous mettons en ordre de marche aussi de créer une plateforme de ressources numériques que j'ai confiée à la Caisse des dépôts et à la CNSA pour avoir cette première brique emploi et handicap pour simplifier et rendre lisible et pour les personnes et pour les associations et pour les entreprises, privées ou publiques, qui souhaitent vraiment modéliser la réussite, accompagner à l'emploi, mais accompagner et maintenir dans l'emploi. C'est tout l'enjeu d'éviter la désinsertion professionnelle et de travailler sur une reconversion professionnelle pour qu'enfin toutes les personnes en situation de handicap aient leur place en emploi, mais surtout, et c'est l'enjeu de demain, puissent rester au sein de l'emploi. Donc une politique tout simplement qui s'appuie sur la volonté des personnes de travailler au milieu des autres. Notre société s'enrichit de la différence ainsi, et c'est comme ça que tout le gouvernement travaille pour cette politique handicap qui est la priorité du quinquennat. Merci. Madame Schillinger. La parole est maintenant notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les scandales sanitaires récurrents placent la question du bien manger au cœur des enjeux de santé publique. Un pan du sujet n'est jamais évoqué. L'articulation entre ordre public et continuité alimentaire. Par le passé, notre modèle agricole reposait sur le foncier nourricier et sur un aménagement du territoire local multifonctionnel. La sécurité alimentaire était une préoccupation des élus. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées. Même les zones rurales sont alimentairement vulnérables, perfusées par le balai des camions de la grande distribution. À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique et du terrorisme, production et approvisionnement alimentaire ne sont pas analysés comme risques stratégiques. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins avant toute pénurie, provoquant même des émeutes comme il y a peu en Outre-mer. En cas de force majeure, le déficit en capacité de subvenir localement à l'un de nos besoins primaires, celui de se nourrir, est flagrant. Les populations ne sont pas préparées. Assurer un niveau minimum de sécurité d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités qui devraient pouvoir garantir une chaîne résiliente allant du foncier agricole nourricier jusqu'au consommateur. Cela doit nous interroger sur la souveraineté et la sécurité nationale, articulées autour des biens communs, alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur les infrastructures d'intérêt vital, comme les aéroports, le foncier agricole ou la gestion de l'eau. Il est urgent de s'en préoccuper. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, si cette question fait l'objet d'une réflexion dans votre ministère ou au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale? Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laborde. Vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public. C'est une question dont la probabilité est faible, mais dont le risque est majeur. Il est essentiel et votre question, effectivement, nécessite que nous puissions y répondre. Permettez-moi d'évoquer ce que nous faisons en matière de gestion de troubles graves, mais liés à des catastrophes naturelles. Et c'est ce modèle-là qu'évidemment nous devons mettre en œuvre et que nous pouvons mettre en œuvre en cas de gestion grave à l'ordre public. Lors des catastrophes naturelles, vous le savez, mais je vous le rappelle, la chaîne d'approvisionnement est prise en compte immédiatement dans le cadre des plans dits hors sec que chacun ici connaît. Les préfets agissent dans ce cadre-là sous le pilotage du SGDSN que vous avez évoqué pour garantir évidemment le bon approvisionnement. Et il y a un plan d'action spécifique qui est mis en œuvre immédiatement pour l'accès à l'eau potable, pour l'alimentation, pour l'énergie électrique, les communications électroniques, le gaz et les hydrocarbures. Et je peux vous indiquer que de façon régulière, il y a des mises en contact avec les différents opérateurs pour justement garantir cela. C'est d'ailleurs ce plan d'urgence que nous avions mis en place aux Antilles lors du passage de l'ouragan Irma. 4 millions de litres d'eau, 375 tonnes de denrées avaient été distribuées en urgence pour subvenir aux besoins de la population qui était en détresse. Et un travail immédiat avait été lancé et très intense avec les opérateurs, dont Orange et EDF, mais aussi avec l'aide de l'armée, par exemple, pour garantir l'alimentation et je pense à l'eau potable. Et donc c'est ce modèle-là que nous pouvons mettre en œuvre en cas de troubles importants à l'ordre public. Et naturellement, c'est dans ce cadre-là que nous devons prendre en compte aussi la sécurité alimentaire. Et je conclus en vous disant qu'il peut aussi arriver que dans le cadre des troubles à l'ordre public, ce soit les points d'approvisionnement qui soient particulièrement visés. Et là encore, je crois que nos forces de sécurité intérieure ont fait la démonstration de leur capacité à savoir libérer ces points quand cela était nécessaire, sans pour autant provoquer de tensions extrêmement graves. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et des Républicains. Merci. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, 100 médecins ont récemment appelé à ne pas renseigner le fichier civique. De Bernard Debré à Xavier Manueli, d'André Grimaldi à Philippe de Normandie ou Irène Canbensaude et certains sur les bancs de notre Assemblée, nos parcours, nos opinions sont très différents. Mais nous avons en commun de ne pas accepter, jamais, que des informations médicales et nominatives soient transmises à des personnes qui ne concourent pas directement aux soins. Il s'agit là d'une violation grave du secret professionnel. Le fichier civique est une procédure exceptionnelle déclenchée en cas d'afflux exceptionnel de victimes. Il a été détourné de son objet à l'occasion du mouvement dit des Gilets jaunes, du seul fait de leur participation à ce mouvement, des personnes ont vu des informations médicales et nominatives collectées et transmises. La PHP, après des déclarations successives, a fini par admettre la réalité des faits. Les signataires ont interpellé le Parlement. Alors, Madame la Ministre, allez-vous diligenter une enquête indépendante sur ces faits? Allez-vous cesser et désavouer cette collecte d'informations qui ne respecte pas les conditions posées par la CNIL à la mise en œuvre de Civic? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Christelle Dubos. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, le système d'information Civic aide les hôpitaux et les établissements de santé à répondre à une arrivée exceptionnelle de blessés lors d'un événement particulier. Il est activé lorsqu'un événement susceptible de générer beaucoup de blessés est désactivé quand l'événement en question prend fin. À titre d'exemple, le système Civic a été activé lors de l'explosion liée à une fuite de gaz dans le 9e arrondissement de Paris ou lors des inondations dans l'Aude. Mais permettez-moi de revenir quelques années en arrière. En 2015, chacun s'en souviendra malheureusement, lors des attentats, les victimes ont été réparties dans l'urgence, entre les établissements, avec des difficultés à savoir ensuite où chacune se trouvait et une faiblesse des autorités à renseigner les familles, à avoir un bilan précis, à anticiper la surcharge des services d'urgence. Le système Civic a donc été créé à la suite de ce constat avec l'objectif, laissez-moi terminer, je vais y venir,
avec l'objectif, lors de chaque événement grave, d'organiser le plus vite et le mieux possible la prise en charge des blessés et l'accompagnement de leurs proches. L'utilisation du système civique est utile aux soignants, aux hôpitaux, aux ARS en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Néanmoins, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, l'a rappelé et répété, et je la cite « Jamais nous n'accepterons que l'on demande aux soignants de ficher des gilets jaunes qu'ils soignent. Jamais, d'ailleurs, ils n'accepteraient. » Il y a eu un malentendu. Pouvoir repérer les victimes de blessures en marge de manifestations pour adapter le système de santé ne veut pas dire ficher les gilets jaunes. Lors des manifestations ont été activés Civis. Toutes les personnes en lien avec les manifestations, forces de l'ordre, journalistes, passants, manifestants, ont pu potentiellement être rentrés dans Civic sans distinction. Nous avons demandé à la direction compétente du ministère de la Santé, à l'AP-HP et aux ARS de faire acte de transparence, notamment sur le fonctionnement de Civic. C'est ainsi qu'une inspection commune de l'ARS Île-de-France et de l'AP-HP est diligentée afin d'évaluer s'il y a eu des dysfonctionnements et de s'assurer que ce fichier sera désormais strictement constitué d'informations. Je vous remercie. Monsieur Jomier. Madame la ministre, on ne demande pas à ceux qui sont susceptibles d'avoir commis l'infraction de mener l'enquête. C'est un principe étonnant quand même en termes juridiques. Par ailleurs, le fichier civique a clairement été dévoyé. L'ordre des médecins a saisi la CNIL, mais malheureusement, vous ne respectez pas l'avis de la CNIL, comme sur l'utilisation d'un autre fichier santé, OpsiWeb, qui a été croisé avec un fichier du ministère de l'Intérieur. Madame la ministre, les fondements de notre éthique du soin ne sont pas un mercato. Merci. La parole est à notre collègue Hugues Saury pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous le savez, l'une des préoccupations majeures des Français concerne l'accès aux soins et plus spécifiquement la possibilité de trouver un médecin à proximité de leur lieu de vie. Il existe sur le territoire national des régions entières où cette difficulté d'accès pose un grave et réel problème de santé publique. La région Centre-Val de Loire, le département du Loiret sont parmi les plus défavorisés en nombre de médecins par habitant. Un rendez-vous chez un cardiologue, c'est 1 an. Idem pour un ophtalmo. Il faut 6 mois pour rencontrer un allergologue ou un gynéco. Et pour un nouvel arrivant dans l'Orléanais, il est quasiment impossible de trouver un généraliste. La région, le département, les communes se sont mobilisés ensemble depuis longtemps avec constance et ténacité pour proposer des solutions. En vain, car si les structures existent, encore faut-il trouver les praticiens pour les remplir. Ce constat peut être effectué dans de très nombreux autres départements. Et d'ailleurs, outre mes collègues du Loiret, Rémy Pointreau, sénateur du Cher, s'associe à cette question qu'il souhaitait lui-même poser. Madame la ministre, beaucoup d'entre nous ont été consternés par l'annonce du chiffre du numerus clausus du PACES pour la rentrée prochaine. Avec une vision globale, on peut se féliciter de son évolution brute puisqu'il augmente de 13,5%. Tant mieux pour les grands centres urbains tels que Paris, Lyon, Aix, Marseille et quelques autres, où le nombre d'admissibles progresse sensiblement. Mais qu'en est-il des facultés sièges de territoires plus ruraux tels que Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Poitiers, Reims et Tours notamment? Le statu quo. Au total, on constate pour cette dernière année d'existence du numerus clausus une stagnation inquiétante pour 17 des 30 facultés de médecine de métropole. Ce qui nous scandalise, c'est l'absence de prise en compte du problème dramatique de désertification médicale dans la définition du nombre d'étudiants admis à suivre des études de médecine. Cela signifie que les déshérités d'aujourd'hui le seront davantage encore demain. Qu'ont fait les habitants de ces régions pour être privés ainsi de ce droit essentiel, être correctement soignés? Madame la ministre, quels sont les critères qui ont conduit à l'augmentation des effectifs de certaines facultés et à la stagnation d'autres? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Saury. La lutte contre la désertification médicale est au cœur du plan Ma Santé 2022 et du projet de loi de santé dont l'examen vient de commencer au Sénat en commission. Notre objectif, c'est effectivement de prendre à bras le corps ce problème et de le prendre de façon globale avec des réponses
qui pourront être apportées à court terme et des réponses qui seront plus longues à prendre leur effet, puisque comme vous le savez, la formation d'un médecin, c'est entre 9 et 15 ans. Quelles sont les propositions qui seront faites dans le cadre de ce projet de loi de santé? Eh bien, c'est de permettre à des jeunes de démarrer leurs études médicales dans tous les territoires et non plus seulement dans les métropoles dans lesquelles se trouvent des CHU, et au-delà leur permettre aussi d'avoir accès à des stages de 3e cycle, là encore dans l'ensemble des territoires. Et de ce point de vue-là, c'est une réponse structurelle de long terme. Sur les réponses de court terme, ce sont la création des assistants médicaux, le recrutement des 400 médecins généralistes et la façon dont nous allons organiser le système de santé, réorganiser ce système au plus proche des territoires. Vous m'interrogez spécifiquement sur la façon dont le numerus clausus a été fixé pour la rentrée 2019. Il se trouve que nous sommes dans l'application de la loi actuelle et non pas dans l'application de la future loi. Et les augmentations que vous avez pu constater tiennent au fait qu'un certain nombre d'établissements, à titre expérimental, eh bien, sont déjà dans les nouvelles formes de PACES qui permettront, dès la rentrée 2020, à l'ensemble des territoires de bénéficier d'une augmentation de leur numerus clausus. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant notre collègue Madame Nathalie Goulet. Oui, merci Monsieur le Président. Pour le groupe de l'Union centriste. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Non content d'être interdit de séjour en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans de nombreux pays musulmans, dont les Émirats arabes unis, recherché par Interpol, financé et hébergé par le Qatar, Youssouf Al-Qaradawi, leader des frères musulmans, a lancé depuis Dublin une application qui s'appelle Eurofatwa App, brûlot antisémite déroulant sa haine à longueur de page. Suite à une intervention conjointe de collègues britanniques et de la Fondation des musulmans contre l'antisémitisme, nous avons pu obtenir sa suppression par Google le 11 mai dernier. Mais l'application est toujours en place sur Apple. Or, des disciples et admirateurs de Qaradawi diffusent sa pensée en France en ce moment même. Un dîner caritatif annoncé comme déductible d'impôts devrait avoir lieu le 25 mai prochain à Saint-Denis. Il a été précédé par une tournée de 12 conférences et collecte de fonds, dont je tiens les documents à votre disposition, au profit, écoutez bien, de l'Institut de formation des oulémas mauritaniens. Or, l'Institut proche des frères musulmans a été fermé par les autorités mauritaniennes, car il enseignait un islam radical. En vidéo, le cheikh Daoud, connu pour prêcher un islam radical antisémite, reprochant notamment aux musulmans d'avoir exprimé leur tristesse lors de l'incendie de Notre-Dame. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que nous autorisions ce type de manifestation potentiellement dangereuse pour l'ordre public, qui constitue un soutien évident à une activité prohibée en Mauritanie via des collectes de fonds, la Mauritanie, chef de file du G5 Sahel, que nous soutenons avec nos troupes dans cette région? Pouvez-vous interdire cette manifestation et interdire cette application? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet. Vous m'interrogez sur ce dîner caritatif, entre guillemets, organisé par les frères musulmans, effectivement annoncé comme au bénéfice de l'Institut de formation des oulémas mauritaniens. J'ai eu connaissance de ce dîner, j'en ai été informé. J'ai, comment dire, demandé quelques renseignements attentifs sur l'organisation de ce dîner et je peux vous indiquer que cette manifestation a été annulée et qu'elle n'aura pas lieu. Je voudrais, Madame la sénatrice, vous dire qu'il ne nous appartient pas d'autoriser, pour reprendre vos mots, la tenue d'un dîner caritatif ou autre, quel qu'en soit l'objet. Par contre, il nous appartient d'être vigilants et de faire en sorte que si nous considérons, et je suis prêt à considérer avec vous, compte tenu de votre question, qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public, nous devons intervenir. Et c'est ce que nous faisons de façon systématique. La deuxième question que vous posez est celle évoquée effectivement dans cette affiche que j'ai vue comme vous, selon laquelle la participation ou les dons seraient déductibles fiscalement. Là encore, vous précisez que ce contrôle est fait a posteriori et qu'évidemment,
notamment sur des financements liés à l'étranger. Il y a un soin tout particulier de l'administration fiscale pour refuser que ce genre de financement puisse bénéficier d'une déduction fiscale. Et nous devons contrôler cela avec une grande attention. Et quand il y a fraude, il y a même tout un dispositif d'amende et de suspension des avantages fiscaux qui peut être mobilisé et qui doit être mobilisé sur ce sujet. Je voudrais, Madame la sénatrice, dans les quelques secondes qui me restent, vous dire combien nous portons une attention toute particulière à la diffusion de ce genre d'idées qui menacent l'ordre public et qu'évidemment, et je crois sur tous les bancs ici, nous condamnons le plus fermement. Je vous ai indiqué que depuis 2018, nous avons engagé au ministère de l'Intérieur la fermeture de 27 lieux de culte en France. Actuellement, 20 sont encore fermés. Dans le cadre de ces procédures, je pense que c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Dans le même esprit, sous l'autorité et en lien avec le ministre de l'Éducation nationale, 4 écoles hors contrat, 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés et 89 débits de boissons l'ont été aussi dans le cadre des dispositifs de la loi SILT qui nous permet effectivement d'avoir l'approche la plus large possible pour faire entendre que ce genre de lieu ne puisse pas diffuser les idées malsaines qu'il peut porter. Madame Goulet. Oui, monsieur le ministre, ma police est aussi, enfin pas aussi bien faite que la vôtre, mais presque. Le dîner a été déplacé au 25. Il a toujours lieu à Saint-Denis. La deuxième chose, c'est qu'on a eu la déclaration de Christchurch, et je vous demande, monsieur le ministre, de faire application de cette déclaration avec cette application Eurofatwa. Je tiens l'ensemble des documents à votre disposition. C'est un brûlot antisémite absolument inacceptable. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Christine Chauvin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, la Commission européenne paraît déterminée à conclure au plus vite un accord commercial avec le Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le ministre brésilien du Commerce, Lucas Ferraz, vient d'ailleurs de déclarer qu'un accord n'a jamais été aussi proche. En l'état des négociations, cet accord, d'une part, conduirait à ce que le citoyen français consomme plus de viande ne correspondant pas à nos normes environnementales et sanitaires que nous imposons à nous-mêmes, et d'autre part, mettrait nos agriculteurs dans une situation de concurrence parfaitement déloyale. La Commission fait des choix de plus en plus singuliers. Dans le monde, on peut légitimement se demander s'il est raisonnable d'envisager de brader notre souveraineté alimentaire. N'y a-t-il pas contradiction à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité et envisager en même temps d'importer des volumes de viande ne répondant à aucune demande, alors que la sagesse et la cohérence devraient nous amener à choisir une autre voie? Monsieur le ministre, allez-vous défendre les intérêts des éleveurs et des consommateurs? Le gouvernement va-t-il entérimer toutes les concessions destinées à ouvrir les frontières européennes aux produits sud-américains sans tenir compte notamment de l'exigence environnementale? Monsieur le ministre, l'adoption du Mercosur concerne des domaines qui nécessitent l'unanimité des États au Conseil européen. Je me permets de vous demander, monsieur le ministre, quelle sera la position du gouvernement français? La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Didier Guillaume. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous l'avez bien évoqué, la Commission relance des discussions pour un accord avec le Mercosur. Et votre question permet de préciser à nouveau, comme je l'ai fait la semaine dernière à la tribune du Sénat lors de la discussion sur la PPRE, sur la PAC, la position claire, ferme et nette de la France. Le président de la République s'est entretenu samedi dernier avec le président Juncker. J'ai moi-même travaillé de longues heures avec le commissaire Hogan. La position de la France est claire. La France est opposée à la signature de l'accord du Mercosur voulu par la Commission actuelle parce que cet accord ne correspond pas aux standards que veut la France. La France ne peut pas être favorable à cet accord au détriment de notre agriculture. La France est opposée à cet accord parce qu'il se fera au détriment de nos standards sanitaires. La France est opposée à cet accord parce qu'il se fera au détriment de nos standards alimentaires. Et enfin, la France est opposée à cet accord parce qu'il sera
il se fera au détriment de l'accord de Paris et de nos critères environnementaux. Ça ne peut pas être plus clair. Il y a des accords internationaux qui se font. La Commission et la majorité actuelle de la Commission négocient avec le Mercosur et voudraient entériner cet accord. La France n'y est pas favorable et donc nous avons exprimé notre position et en l'état actuel des choses, la France votera contre si la question se pose. Mais avant que cette question ne se pose, les discussions diplomatiques, les discussions politiques doivent continuer. Il faut que la Commission infléchisse sa position. L'accord du Mercosur ne peut pas se faire au détriment des agriculteurs et de l'agriculture française. Je vous remercie. Madame Chauvin. Merci, Monsieur le Ministre. J'espère vraiment que les paroles que vous avez prononcées ici seront prononcées avec autant de fermeté lors de la Commission européenne, parce qu'on ne peut pas concevoir demander toujours plus d'efforts et imposer toujours plus de normes à nos agriculteurs et en même temps favoriser le contraire avec les produits d'importation. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas acceptable. Monsieur le ministre, cessons de sacrifier nos agriculteurs, nos éleveurs et cessons de tromper nos consommateurs. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Plus de proximité, réclament les Français. Faire vite et faire mieux, déclame le Premier ministre. Telle est une des équations à résoudre par le gouvernement pour retrouver crédibilité et efficacité. Or, un seul exemple, la délivrance des titres de transport, des titres d'identité, démontre que notre État, malheureusement, efface la proximité, fait lentement et fait pire. Jadis, et pas si loin, chaque citoyen pouvait effectuer des démarches dans sa mairie. La mairie, vous savez, le dernier service de proximité de très nombreuses communes, là où bat le cœur de notre démocratie. Désormais, cette démarche ne peut se faire que dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Dans l'Oise, sur 679 communes, seules 27 en sont équipées, soit moins de 4%. Il ne faut surtout pas être pressé, car les délais d'attente peuvent dépasser les 3 mois. Non pas pour obtenir ses papiers, mais simplement pour déposer ses photos et compléter son dossier. Ce passage à l'ère biométrique n'aura fait gagner ni temps, ni argent, ni énergie. Une incontestable régression du service public, encore une fois éloigné, avec des kilomètres à parcourir, de l'essence à dépenser. Belle cohérence pour un gouvernement donneur de leçons d'écologie, mais dont les paroles sont toujours aux antipodes des actes. Bien des élus locaux regrettent de ne plus accueillir en mairie leur population à l'occasion du renouvellement de ces titres. C'était parfois l'unique moment de rencontrer les administrés, l'unique situation où certains habitants se rendaient en mairie. À l'heure où le président de la République a redécouvert la vertu de la proximité et annonce la création de relais cantonaux de services publics, ne serait-il pas judicieux de revenir sur cette réorganisation des délivrances de titres d'identité qui n'a fait que des mécontents ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je pense qu'il est inutile de vouloir polémiquer et mettre en cause le gouvernement, surtout que vous devez le savoir, parce que vous avez posé la question mardi matin au secrétaire d'État qui vous a répondu et qui va vous faire la même réponse certainement que celle que je vais vous faire, plus mon cabinet vous a transmis un certain nombre de documents. La mise en place de ces outils numériques ne relève pas de l'actuel gouvernement. Mais vous avez raison, il y a un certain nombre de problèmes. Et donc, sans polémique, je pense qu'il faut aborder ces difficultés. Vous savez comme moi que les cartes nationales d'identité ont changé de format et qu'aujourd'hui les démarches sont dématérialisées pour faire des outils biométriques et ça implique d'avoir pour cela des consoles, des bases, des DR, dispositifs de recueil qui soient à la fois branchés directement sur l'accès au numérique et donc qui soient câblés et qui représentent un coût moyen d'environ 30 000 €. Et c'est la raison pour laquelle les gouvernements et plusieurs gouvernements se sont mobilisés, ont déployé partout en France 3 526 dispositifs de recueil pour faire en sorte qu'il y ait plus de proximité et ont confié la responsabilité aux mairies avec un contrat qui est passé avec les mairies pour qu'ils puissent fonctionner au maximum. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, et j'ai été maire et je ne pourrais pas donner de leçons pour le taux d'usage dans ma commune, c'est qu'au fond, il ne tourne pas à 100% et qu'il tourne plutôt à une moyenne
inférieur à 35%. Et la difficulté, c'est que du coup, on a un délai moyen de rendez-vous dans les mairies pour faire l'ensemble des procédures qui peuvent être préparées dans toutes les mairies, mais qui doivent être formalisées, notamment pour la prise des empreintes digitales dans certaines mairies, dans celles que je viens d'évoquer dans les 3526 points. Malheureusement, nous avons des délais moyens qui sont trop importants. 22 jours, par exemple, dans votre département, ce qui correspond à la moyenne nationale que nous connaissons, et 55% d'utilisation, un score meilleur que celui que j'évoquais dans votre département. J'ai fait la proposition au Premier ministre il y a quelques jours de rajouter une centaine de dispositifs et d'équipements pour mailler le territoire et je regarderai avec vous, si vous voulez bien, dans votre département où nous pourrions renforcer l'équipement territorial. Je vous remercie. Monsieur Pacaud. Merci. Un ancien président de la République avait promis un choc de simplification. Un autre avait demandé d'arrêter d'emmerder les Français. Force est de constater qu'ils n'ont pas été entendus. Pour conclure, je vous laisse méditer la devise d'une belle commune de l'Oise, Pierrefonds, qui veut, peut. Bien. Merci. Nous avons terminé avec les questions d'actualité. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Prochaine question le 21 mai. Je vais suspendre la séance jusqu'à 16h15 et nous reprendrons le projet de loi pour une école de la confiance. Merci. La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement, où vous l'avez vu, le sénateur socialiste de Paris, Bernard Jomier, a interpellé le gouvernement sur la polémique autour de la collecte d'informations médicales des gilets jaunes blessés lors des manifestations. Une collecte dans le fichier civique, normalement utilisé pour les victimes d'attentats. Le sénateur a demandé au gouvernement une enquête indépendante sur cette affaire, qu'il appelle du fichage gouvernemental. La secrétaire d'État Christelle Dubos a répondu en réfutant ce mot de fichage et elle a assuré que cette collecte d'informations avait permis d'adapter le système de santé au traitement des blessés lors de cette manifestation. Et puis elle a informé que l'agence régionale de santé était en train de mener une enquête pour faire toute la transparence sur cette affaire. Et puis il a été question des élections européennes durant cette séance de questions d'actualité. Didier Marie, le sénateur socialiste, a critiqué le tournant soi-disant écologique de la politique d'Emmanuel Macron et le manque d'ambition de la France sur le climat sur la scène internationale. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, lui a répondu en rappelant que la France, dans les négociations européennes, avait réussi à faire plier l'Allemagne sur la neutralité carbone et sur les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie automobile. Et puis les sénateurs sont revenus sur la mort des 2 soldats français dans l'opération de libération des otages au Burkina Faso. Le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, Christian Cambon, a qualifié ces otages de touristes inconscients. Et puis le centriste Olivier Cigolotti a déploré la solitude de la France dans le combat contre le djihadisme en Afrique. Voilà Delphine pour les temps forts de ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Merci beaucoup Alexandre pour vos précisions et on va continuer l'analyse de cette séance avec mon invité Jean-Raymond Hugonet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sénateur LR de l'Essonne, un mot justement sur ces soldats tués en libérant des otages. On a entendu Christian Cambon, il ne veut pas revenir sur la polémique, mais est-ce qu'ils ont été imprudents ces 2 touristes français ? Je crois d'abord que Christian Cambon a été très digne dans son intervention. Il a rappelé qu'on n'était pas là dans l'hémicycle pour faire de la polémique, mais je crois qu'il a exprimé ce qu'une immense majorité d'entre nous pense, c'est-à-dire que ces touristes ont été inconscients, et je pense que, et c'était le sens de sa question, il est temps que le gouvernement mette en place une procédure très claire pour inviter nos concitoyens qui veulent se déplacer à travers le monde, et ça c'est une liberté fondamentale, mais de bien comprendre que quand on va dans certains endroits, on risque sa vie, déjà personnellement, et on n'est pas obligé de faire risquer également celle de ceux qui sont là pour nous défendre, certes, mais dans des conditions autres. Alors on va continuer ce débat, Jean-Raymond Hugonet, mais on va parler aussi de l'école puisque la loi Blanquer est examinée. Justement, Tam Trani, écoutez-la, elle est avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est à vous. Oui, Jean-Michel Blanquer, le Sénat a inscrit dans votre projet de loi l'interdiction de voile pour les accompagnantes de sortie scolaire. Hier, vous étiez contre cet amendement dans l'hémicycle, pourtant vous êtes personnellement opposé au port du voile dans ces sorties scolaires. Oui, alors, ce n'est pas évidemment le seul sujet de cette loi, on peut commencer par là, mais je voudrais quand même dire qu'hier... C'est un des apports du Sénat. Je vais vous répondre, mais le fait majeur hier, c'est quand même que
l'instruction obligatoire à 3 ans a été votée à l'unanimité par l'ensemble de l'hémicycle. Je pense que c'est quand même le premier point à souligner. Sur l'un des éléments de ce qui s'est passé hier, il y a ce que vous venez de dire. Alors évidemment, je suis défavorable à ce qu'il puisse y avoir des signes ostentatoires, y compris de la part des parents. Néanmoins, la question est de savoir si ça peut être une interdiction légale ou si c'est une recommandation que nous faisons pour les sorties scolaires de la part des directeurs d'école. Il y a une position du Conseil d'État d'ailleurs. Il y a une position du Conseil d'État qui nous invite à prendre cette deuxième position. Donc, comme vous le savez, je suis très engagé sur les sujets de laïcité, comme justement le bon respect de la loi de 2004, veiller à ce qu'il n'y ait pas des actes de prosélytisme, ce qui est aussi quelque chose qui a été voté hier d'ailleurs, et de façon plus générale, combattre pour la laïcité. C'est pour ça qu'on a installé des équipes laïcité dans chaque rectorat de France. Et donc sur cette question du voile, c'est presque un point de droit de savoir si nous devons passer par la loi ou s'il faut résoudre cela par l'action des directeurs. Je suis évidemment à leur côté pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prosélytisme à l'occasion des sorties scolaires. Mais pas par la loi. Alors sinon, vous le disiez, hein, votre point phare de votre projet de loi donc, a été adopté hier à l'unanimité. Hein, c'est l'école obligatoire à 3 ans. Est-ce que c'est autre chose qu'une mesure symbolique? On l'a dit et répété, 97% des enfants sont aujourd'hui scolarisés. Et savez-vous combien d'enfants étaient scolarisés quand il y a eu la loi de Jules Ferry en 1881? Et c'était également une très très large majorité. C'était de l'ordre de 93%. Donc en réalité, ce que nous nous inscrivons dans cette grande trajectoire historique que nous évidemment suivons avec humilité, mais qui consiste à poser un cadre. Et derrière l'instruction obligatoire à 3 ans, il y a beaucoup de choses. Il y a, d'un point de vue très direct, une mesure sociale, c'est-à-dire ramener à l'école environ 25 000 enfants. Parce que c'est ça, 3%, c'est 25 000 enfants qui ne sont pas scolarisés actuellement. Donc c'est déjà très important pour ces 25 000 enfants-là. Mais c'est aussi estimer que l'instruction obligatoire à 3 ans signifie toute une série de conséquences en chaîne. Par exemple, la visite médicale à 3 ans, ce qui nous permet de détecter plus tôt des troubles, par exemple, de l'œil ou de l'ouïe qu'il faut détecter le plus tôt possible. Rien que ce point-là est extrêmement important. C'est aussi s'assurer que l'instruction à domicile est faite convenablement quand elle a lieu à 3 ans, plutôt que d'attendre 6 ans et de tomber parfois sur des cas où les choses ne se passent pas convenablement en famille. Il y a donc toute une série de conséquences de l'instruction obligatoire à 3 ans et puis un grand signal qui est envoyé, qui est un signal de soutien à l'école maternelle. Ça consiste à dire l'école maternelle c'est très important, il faut prendre ça très au sérieux, même si c'est un endroit toujours agréable, ludique, synonyme de plaisir, mais c'est évidemment fondamental pour le développement de l'enfant. Que répondez-vous à ceux qui jugent que c'est un cadeau aux maternelles privées, puisque les communes vont devoir leur verser de l'argent, et certains jugent que c'est 150 millions d'euros qui vont leur être versés? Écoutez, ceux qui disent cela sont en général ceux qui cherchent toujours à voir ce qui ne va pas, et quand on leur montre la lune, ils regardent le doigt. D'abord, ce que vous venez de dire est la conséquence logique, juridique, constitutionnelle même, de l'instruction obligatoire à 3 ans, qui souvent d'ailleurs était prônée par les partis politiques dont font partie les personnes dont vous parlez. Donc il y a un petit paradoxe de ce point de vue-là. Et il est curieux d'ailleurs de voir que des gouvernements précédents ne l'ont pas fait, précisément parce qu'ils ont buté devant l'obstacle. L'obstacle, c'est de compenser aux collectivités locales les frais supplémentaires qu'occasionne l'instruction. C'est à quoi vous vous êtes engagé, obligatoire à 3 ans. Pour les collectivités. Je m'y suis engagé, mais ça vaut pour les écoles privées comme pour les écoles publiques. Eh bien, vous voyez, je perds ma voix dans les débats. Voilà, exactement. Et vous en allez en avoir encore besoin, Jean-Michel Blanquer, puisque votre projet de loi va être examiné dans quelques instants et au moins jusqu'à demain soir avant un vote solennel mardi prochain. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. On vient d'entendre le ministre Jean-Raymond Hugonet sur cette instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle faisait plutôt consensus et pourtant il y avait cette question sur le financement. Les collectivités territoriales vont-elles devoir supporter justement cette scolarité obligatoire ? Alors forcément, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer, le climat actuel peut faire perdre les effets bénéfiques de cette loi, en tout cas de la scolarisation à partir de 3 ans. Pourquoi? Parce que, à force de mentir aux maires, à force de leur, quand on a eu la conférence des territoires, à force de leur annoncer des choses qui ne se produisent pas et sans cesse de voir leurs revenus baisser, les revenus de leur commune bien sûr baisser, eh bien les élus, à chaque fois qu'on bouge quelque chose avec des lois qui sont souvent bavardes et imprécises, ils ont peur. Justement. Donc cette peur, je pense, vis-à-vis des collègues, est justifiée. Par le Sénat va permettre justement d'apaiser les choses entre l'État et les collectivités territoriales. Voilà, c'est en tout cas le sens de nos remarques. Maintenant, sur le sujet de base, Jean-Michel Blanquer est revenu dessus, sur l'éducation obligatoire à partir de 3 ans, même si, effectivement,
Quand on retire les territoires d'outre-mer, par exemple, et qu'on ne prend que la métropole, ça concerne relativement peu d'enfants, mais quand même, c'est l'affirmation du rôle des maternelles. Un peu moins de 30 000 élèves. Voilà, et ça, je crois que c'est une bonne chose. Il y a eu des votes de la part de la majorité sénatoriale, suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme des élèves. Il y a eu cette question du port de signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires. C'était des amendements qui avaient déjà des dispositions déjà votées du temps d'Éric Ciotti, supprimées par la suite sous le quinquennat de François Hollande. Certains y voient un retour d'une droite réactionnaire. Alors, bon... voilà, moi je ne suis pas dans les mots, ces mots-là, la droite réactionnaire, conservatiste, non. Il faut redonner du sens aux mots. Un des griefs que nous avons contre cette loi, c'est premièrement, et elle attaque par cet article 1, sur l'exemplarité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, où on annonce clairement les choses de la part du ministre et du ministère, en disant actuellement, les professeurs ne sont pas exemplaires. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas exemplaires? C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec l'exemplarité, renforcer aussi l'autorité. Ce n'est pas un gros mot dans notre pays, l'autorité. C'est même la base d'une éducation. Reconnaître cette autorité quand vous êtes élu local, que vous avez l'occasion de regarder des cahiers de correspondance que vous présentent les enseignants dans un conseil d'école. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vraie vie. Et que vous voyez que des enseignants se font insulter par des parents qui donnent forcément raison à l'enfant. L'enfant roi, l'enfant... tout ça est une fadaise, vous comprenez? Il y a une autorité qu'il faut restaurer, un respect mutuel, bien évidemment, mais il y a le respect vis-à-vis de l'enseignant, c'est fondamental. Sur le port du voile, là encore, on essaye d'attiser des vieilles lunes. Il y a une loi dans notre pays. Et là-dessus, je rejoins le président de la République qui a dit, en termes de laïcité, la loi de 1905, ni plus ni moins. Quand on la lit, elle est parfaite. Si on cherche à la contourner ou si on commence à employer des adjectifs, à ce moment-là, on arrive à des situations que l'on connaît aujourd'hui, avec des choses qui ne devraient pas avoir lieu d'être, parce que les choses sont très claires. On ne va pas stigmatiser certaines familles, Jean-Raymond Hugonet, justement. Et il y a cet avis aussi du Conseil d'État. Il ne s'agit pas de stigmatiser des familles. Il s'agit de dire dans notre pays, souvent, on entend des hommes et des femmes politiques dire liberté, égalité, fraternité, laïcité. Non. Ce n'est pas une valeur, vous voyez ce que je veux dire, de la République. C'est un principe. Et à partir du moment où on sait ce que c'est que la loi de 1905 et qu'on l'applique sans chercher à la dévoyer, il n'y a pas de problème. Faut-il encore avoir le courage de l'appliquer et de la lire convenablement, sans arrière-pensée. Alors, on va continuer cet entretien. On va également parler des 80 km/h, puisqu'il y a la volonté de la part de l'exécutif d'assouplir cette mesure. Pour en parler, Tam Trani, vous êtes avec la sénatrice LR des Alpes-Maritimes, Madame Estrosi Sassone, Dominique Estrosi Sassone. Oui, Dominique Estrosi Sassone, votre réaction au fait que le Premier ministre lâche du lest sur les 80 km/h et qu'il accepte que les conseils départementaux assouplissent cette mesure? Alors je serai beaucoup plus réservée parce que ce qu'annonce le Premier ministre via un amendement, c'est une mesure en trompe-l'œil. À la loi de mobilité, effectivement, à l'Assemblée. C'est une mesure en trompe-l'œil, c'est un semblant d'ouverture. Et pour moi, c'est toujours une mesure qui montre que le gouvernement affiche un véritable mépris envers les élus locaux et qu'il considère les élus locaux comme potentiellement irresponsables. Parce qu'en laissant la possibilité d'augmenter la vitesse maximale qu'au président des conseils départementaux et non plus au préfet également, eh bien cela reviendrait à pointer du doigt les élus locaux et demain à les rendre potentiellement responsables de tout accident mortel. Donc finalement, on peut penser que très peu d'élus locaux oseront franchir le pas et je pense qu'il était beaucoup plus sain de continuer à rester sur la position qu'a prise le Sénat, qui n'est une position ni dogmatique ni laxiste, une position qui me semble équilibrée et surtout qui est suspendue aussi à l'avis de la commission départementale de la sécurité routière. Oui, on rappelle la position du Sénat, c'était donner cette flexibilité au préfet et aux présidents de conseils départementaux, mais effectivement en fonction de la dangerosité des routes en fait, c'est bien ça le problème. Oui, c'était ça le problème et c'est ce que le Sénat a voulu mettre en avant, c'est-à-dire que personne ne détient la vérité en matière de sécurité routière. Il ne s'agit pas de dire à tout le monde aller plus vite, mais il s'agit d'adapter sa vitesse. Et pour ce faire, effectivement, laisser la possibilité
volonté sur les réseaux de routes nationales et départementales, soit au président du conseil départemental, soit au préfet. Là, on ne laisse plus que les élus locaux en première ligne et je pense que c'est extrêmement préjudiciable et ça montre que c'est la ligne Édouard Philippe qui l'emporterait alors que le président de la République, après le grand débat national, avait laissé véritablement la porte ouverte à un réel assouplissement. Vous jugez que finalement Édouard Philippe avec cette annonce a un petit peu perverti ce qu'avait proposé le président de la République lors du grand débat ? Oui, je pense qu'Édouard Philippe n'a rien lâché au demeurant sur une décision qui est une décision qui lui est personnelle, qu'il a voulu imposer et donc bien évidemment sur laquelle il n'était pas prêt à revenir. Donc on trouve ce subterfuge mais qui me semble être pas de nature, en tout cas à correspondre à la volonté, aux attentes des Français, mais aussi à la volonté de continuer bien évidemment à assurer à tout le monde le meilleur niveau de sécurité possible. Personne n'est irresponsable à la matière et surtout pas les élus locaux. Justement, Édouard Philippe juge que cet abaissement de la limitation de vitesse a produit ses effets. Il fait valoir la meilleure année en termes de sécurité routière. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, sauf que quand il y a eu l'expérimentation, on lui a demandé à maintes reprises les chiffres. Ils n'ont jamais été fournis. Et puis, on peut dire aussi que malheureusement aujourd'hui, le problème de la sécurité routière, c'est aussi un problème financier. Et quand on affecte au budget de la prévention routière uniquement 12 millions d'euros et seulement 30 000 euros sur les 2 milliards d'euros récoltés par l'État sur les amendes qui sont perçues après les infractions liées au radar, eh bien je trouve que c'est là-dessus que devraient se porter les efforts du gouvernement, mais pas forcément sur des mesures qui sont des mesures trop sévères, trop fermes et qui ne prennent pas en compte la réalité des territoires en disant à tout le monde que la mobilité est la même pour tout le monde. Non, elle n'est pas la même pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Dominique Estrosi-Sassone d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. C'est un assouplissement en trompe-l'œil ce que propose le gouvernement sur les 80 km/h selon vous? Bien sûr, ce que vient de dire Dominique Estrosi-Sassone est exactement, enfin je pense exactement ce qu'elle vient de dire, mais encore une fois, on observe la même séquence. Qu'est-ce qui a attrapé le gouvernement et le Premier ministre, qui l'a défendu dans l'hémicycle et vraiment avec force? Qu'est-ce qui leur a pris de toucher à cela? On ne disconvient pas, la sécurité routière, les accidents, c'est un objectif, de pouvoir pallier à ça. Mais quand même, qu'est-ce qu'on avait besoin dans le climat actuel de notre pays de toucher à cela? On l'a dit de façon tout à fait, on n'était pas dans la lutte politique et dans le dogme, on l'a dit de façon, c'est l'expression des territoires. Notre collègue Michel Raison a dit de façon très posée que c'était une erreur. Eh bien, le gouvernement s'est entêté. Et il a fallu cet épisode des Gilets jaunes pour que, piteusement, le président de la République, dans une espèce de bougli-goulga, dise on lâche du lest, sauf que le lest, il est lâché comme le reste, en trompe-l'œil. Et encore une fois, on va demander aux collectivités de supporter les dégâts de cette affaire. Pour rappel, le Sénat prévoyait de laisser justement le choix à la fois au président de département, mais aussi au préfet. Ce n'est pas justement l'option retenue par le gouvernement. Eh bien non. Mais pourquoi? Parce qu'avec le préfet, l'État était encore acteur. Donc c'est encore une fois un subterfuge, une sortie de cette crise que le gouvernement a créée de toutes pièces. Et encore une fois, on aurait pu s'éviter ce débat parce que ça fait un petit moment quand même qu'on disserte là-dessus. Alors, on va continuer justement d'analyser l'actualité parlementaire avec vous, Jean-Raymond Hugonet. Aujourd'hui, c'était aussi la publication d'un rapport très attendu sur l'indépendance et l'objectivité des agences de sécurité sanitaire. Avant sa parution, il avait fait polémique avec les propos sur le glyphosate du sénateur Pierre Medevielle. Je vous propose d'écouter l'interview accordée par Gérard Longuet, vice-président de l'OPEX, à Quentin Calmet. Écoutez. Oui, Gérard Longuet, vous êtes le président de l'OPEX. On a vu Cédric Villani, qui est le premier vice-président pour l'Assemblée nationale, parler de cette émotion énorme de ces derniers jours autour de la polémique sur ce rapport. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, vous, de ces derniers jours? Il faut raccourcir le délai entre le moment où l'Office vote l'adoption d'un rapport et le moment où les rapporteurs communiquent à la presse. Je crois qu'il faut réduire le délai à quelques heures et non pas quelques jours. Est-ce qu'il a commis un impair, le sénateur Medevielle, qui s'est exprimé avant la remise du rapport sur la question du glyphosate? Il a parlé comme un homme politique, parle librement à son journaliste local et
c'est pas une affaire d'État. Oui. Sauf qu'il a parlé du glyphosate, qui n'est pas sur le fond la question qui est tranchée par ce rapport. Et du coup, il a pu sembler donner l'impression que vous, à l'OPEX, vous alliez vous exprimer sur cette question qui est compliquée dans l'opinion. Qu'est-ce que vous dites dans ce rapport sur cette question du glyphosate ? Eh bien que la façon d'examiner ce produit est différente selon les agences, que l'agence qui dépend de l'OMS lui trouve des caractéristiques de cancérigènes possibles et les autres agences européennes ne le trouvent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne travaillent pas de la même façon et elles ne se posent pas les mêmes questions. D'une certaine façon, je suis reconnaissant à Pierre Medevielle d'avoir involontairement attiré l'attention de l'opinion sur les conditions de travail des agences. Alors justement, un dernier mot sur ces agences, puisque c'est là le fond de votre travail dans ce rapport. Est-ce qu'il est convenable ? Est-ce qu'il y a de graves difficultés dans la façon dont ces agences peuvent communiquer leurs résultats à l'opinion publique ? Non, je crois simplement qu'il faut que l'opinion puisse bénéficier de ce que vous faites à cet instant, c'est-à-dire d'une information complète, une information détaillée, une information mûrie, réfléchie, et qui ne cherche pas le sensationnel et qui aille au fond des réalités du dossier. Eh bien, merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin. Jean-Raymond Hugonet, on voit la difficulté aujourd'hui finalement d'avoir un avis en 2019 sur la dangerosité, sur le caractère cancérogène ou pas du glyphosate. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors ça dépend à qui vous vous adressez. Aux parlementaires, je le suppose, ou aux Français que je suis, père de famille. Parce qu'encore une fois, on est dans un débat qui est totalement biaisé. On lâche à la vindicte populaire et à la communication, voilà, le glyphosate, c'est le diable en personne, c'est le responsable de tous les maux, il y a tout, voilà, on fait des émissions, on fait des choses. Ok. Alors qu'il y a des organes qui sont là, justement, pour essayer d'éclairer la vie des Français. Ces organes ont des avis différents, c'est bien le problème, Jean-Raymond Hugonet. Lequel croire ? Eh bien, je vais vous expliquer une chose, moi, très simple. Dès qu'on parle d'experts, je souris. Pourquoi ? Quel que soit le sujet que vous entrepreniez, chacun trouvera, en fonction des lobbies, de ce qu'il représente, de ce qu'il croit, trouvera l'expert, bardé de diplômes, bien sous tout rapport, qui va, lui, passez-moi l'expression, lui pondre un rapport donc qui ira dans le sens. Donc il n'y a pas d'expertise indépendante, vous avez prononcé ce terme de lobby ? Voilà, exactement. Donc, ensuite, le Français, qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il lit son journal, il écoute la radio, il écoute... voilà. Et il se fait son avis de lui-même. Sauf que son avis est biaisé. Et par rapport à ça, j'engage tout le monde à faire ce que j'ai fait modestement sur ma commune, dont j'ai été maire pendant 17 ans. C'est tout simplement quand il y a des agriculteurs, je suis en Essonne, sur une plaine agricole très belle, c'est d'ouvrir les fermes pour voir que les agriculteurs ne sont pas de veules capitalistes, vous voyez ce que je veux dire, uniquement. Ils ont des enfants aussi, les agriculteurs. Ils mangent eux aussi. Hein, et jusqu'à plus en plein formé dans ce pays, l'âge de décès est quand même repoussé, l'espérance de vie est quand même repoussée. Ça veut dire quand même qu'il y a eu certains progrès. Mais si on veut se faire une idée, eh bien on n'a qu'à aller voir son agriculteur. Et j'engage des élus, moi, à faire visiter les fermes et à savoir comment travaillent les agriculteurs aujourd'hui. Maintenant, de leur dire du jour au lendemain, il y a un produit qui est contesté, pas contesté, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a un problème dessus. Le retirer de la circulation. La France cherche des solutions de remplacement Bien sûr. à l'utilisation du glyphosate. Donc il y a certainement urgence à trouver un remplacement parce qu'il y a un problème, c'est indéniable. Mais soyons juste un tout petit peu raisonnables dans la démarche. Et c'est ce qui me gêne. Alors, Gérard Longuet, encore une fois, a eu raison de s'exprimer comme ça. Je pense qu'il faut être là-dessus avec des discussions sereines, éviter forcément ce qui est un sport national dans notre pays, de cliver les pour, les contre et de faire monter tout ça pour faire de l'audience. Tout ça n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça demande un débat quand même beaucoup plus sérieux et approfondi que ça. Alors, mais rapide. Restez avec nous, Jean-Raymond. Avec plaisir. On continue ce débrief de notre séance de questions d'actualité. Avec vous, Tam Trani, le sénateur écologiste rattaché au groupe PS, Bernard Jomier. Il a interpellé le gouvernement justement sur un fichier des Gilets jaunes lorsqu'ils sont aux urgences. Oui, effectivement. Vous avez interpellé tout à l'heure l'exécutif sur cette question du fichage des Gilets jaunes avec un dévoiement du fichier civique. Expliquez-nous exactement quel est le problème aujourd'hui. Écoutez, le fichier civique, c'est un fichier qui est utilisé dans circonstances exceptionnelles, par exemple après les attentats de novembre 2015, puisqu'il permet de collecter des informations médicales et nominatives et de les transmettre à une autorité extérieure. C'est donc une violation, une dérogation au secret médical. Mais quand on l'utilise
à d'autres fins, comme il a été utilisé à propos des manifestations des Gilets jaunes, nous estimons qu'il y a un dévoiement de l'utilisation de ce fichier. Il y a eu un appel de 100 médecins, très connus pour nombre d'entre eux, dont Bernard Debré, dont André Grimaldi, dont Irène Kahn-Bensaud, dont Philippe de Normandie, et qui rappellent que cette transmission d'informations médicales avec l'identité des personnes est illégale. Et donc j'ai interrogé la ministre pour lui demander si elle allait diligenter une enquête indépendante pour tirer au clair ce qui s'est passé. Et vous n'avez pas été satisfait par la réponse de Christelle Dubos. Elle a jugé qu'il y avait eu un simple malentendu et que simplement on avait repéré les victimes en marge des manifestations de Gilets jaunes et que tout cela ne s'apparentait pas à un fichage. Quand vous mettez ensemble des données nominatives et des données médicales, que vous les collectez, que vous les transmettez, ça s'appelle un fichier. Voilà. Alors après, on n'est pas obligé de penser qu'il va être mal utilisé, mais de toute façon, c'est illégal en termes de santé. Et malheureusement, une enquête a été diligentée, mais confiée aux hôpitaux qui auraient commis la faute. Donc c'est quand même un principe extraordinaire de droit de confier l'enquête à celui qui est supposé avoir commis l'acte délictueux. Et deuxièmement, on constate qu'il y a un autre fichier sanitaire, celui des patients hospitalisés en psychiatrie contre leur consentement, qui a été croisé par autorisation décret de la ministre avec un fichier du ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois, avec un avis défavorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et c'est ça qui nous interroge particulièrement, c'est que le gouvernement ne respecte pas les avis de la CNIL en la matière. Et notamment pour la suite, effectivement, pour toute la numérisation des données de santé, c'est une source d'inquiétude pour vous. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, Jean-Raymond Hugonet. L'examen de la loi Blanquer se poursuit dans l'hémicycle. On ira voir Alexandre Poussard dans un instant. Vous vouliez évoquer cet article 6 quater qui permettait le regroupement d'établissements primaires avec des collèges pour créer ces établissements publics des savoirs fondamentaux. Article supprimé en commission. Vous êtes satisfait? C'est révélateur d'une chose. Cette loi, pour une école de la confiance, alors on nous refait le coup, passez-moi l'expression encore une fois, mais du mot confiance, ça fait 3 fois que le gouvernement le fait. Le plus drôle, si ce n'était pas à pleurer, c'était la loi pour une société de confiance, qui est une espèce de baudruche vide de sens. Là, on nous refait le coup avec l'éducation. Alors le problème, c'est que vous avez dans cette loi un article qui phagocyte tout le reste. Et Jean-Michel Blanquer a beau s'exprimer, a essayé de dire qu'il y a autre chose dans ce texte. Non, c'est l'article 6 quater. Et croyez-moi, quand on a été élu local et quand votre téléphone explose parce que tous les parents vous appellent en même temps et les enseignants en même temps, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, de partout, c'est qu'il y a un problème. Or, il y a un problème profond. Et maintenant, nous sommes, nous, devant cette question. L'article 6 quater, nous l'avons supprimé. Notre collègue Jacques Grosperrin a préparé, avec d'autres, une réécriture qui verrouille le tout, mais ça verrouille tellement le tout qu'à ce moment-là, ça n'a plus de sens. Moi, je suis véritablement plus qu'agacé de cette affaire-là. Pourquoi ? Parce que si on voulait traiter le problème de base, qui est le vrai problème, c'est-à-dire le passage du cycle 1 au collège, à ce moment-là, il fallait s'y prendre autrement. Et là, le ministre s'est pris de façon incroyable les pieds dans le tapis. Ouais. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Jean-Raymond Hugonet, d'être venu en plateau sur Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.